Nous sommes actuellement sur le 38e enregistrement de ce podcast suite à 2,5 millions de problèmes. Bonjour à tous, donc ça fait peut-être 8 fois que je suis en train de vous dire bonjour. Cécile, comment ça va? Parce que moi je le sais maintenant comment ça va. Mais est-ce que les gens le savent? Non? Comment ça va? Non, c'est pas ça va plutôt pas mal et toi? Ben oui, ça va, écoute, je suis bien content. Aujourd'hui on reçoit Jérémy. Salut Jérémy. Salut à tous les deux et à tous les... Oh ben non, on est que deux. Non, mais il n'y a Allez. pas de problème, tout va bien se passer Jérémy. Tu nous appelles d'où? Ah tiens, je reprends ma voix d'animateur radio. Tu nous appelles d'où Jérémy? Eh bien, de la Finlande actuellement, Alors où exactement? à Jyväskylä, c'est au centre de la Finlande, à 300 km au nord d'Helsinki. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Ouais, bah, j'invite Impec- tout le monde à essayer de l'écrire, hein, de faire un Voilà, petit test. impeccable. Cécile, t'es en Allemagne? Toujours, ouais. Voilà, moi je suis à Aix-en-Provence. J'imagine que c'est moi qui ai la meilleure météo. Évidemment, il fait beau, il fait chaud. Même si vous écoutez ce podcast en hiver avec un chocolat chaud, sachez qu'en ce moment, quand on enregistre, moi j'ai 30-35 degrés et j'ai trop chaud. Il y a des moustiques partout. Cécile. Eh ben, oui, il fait beau, moins chaud que chez toi, mais c'est un peu le temps idéal, là, j'avoue. Et Jérémy? Eh bien, il pleut, il fait 15 degrés. Bienvenue en Finlande. Oh la vache. Je m'attendais pas à avoir un stop comme ça direct. Non, c'était cool la semaine dernière. C'était... Ouais, d'accord. Si c'était bien la semaine dernière, c'est déjà un beau point. Du coup, bah, écoute, on va commencer par les présentations, en fait. Où est-ce que tu... en fait, raconte-nous un petit peu ton parcours académique, en fait. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à arriver d'abord au doctorat, et puis on passera à la suite après. Oui, bah, très bien. Alors, avant la thèse, avant le doctorat là, que j'ai fini finalement il n'y a pas si longtemps, en décembre de l'année passée, je viens d'un parcours, ingénieur AgroParisTech, principalement basé sur la forêt, et puis encore avant AgroParisTech, sorti plutôt d'un parcours un peu technique, donc assez loin de parcours académique, passé par un bac professionnel, puis un BTS. Ah oui. Donc voilà, avant l'école d'ingé. Ah oui, donc on est sur quelque chose de très différent. Enfin, moi, là, sur le coup, bac pro BTS, on l'avait pas eu, je pense. Et après, donc, du coup, de ce BTS-là, tu as un gros paritech, c'était quoi? C'est le master, en fait. Oui, exactement, ouais. Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent Master 2. Mais c'est quoi AgroParisTech exactement pour ceux qui ne savent pas, sur le coup? Et du coup, oui, alors, désolé, c'est une école d'ingénieurs agronomiques et forestiers en France. Et du coup, moi, typiquement, je sors du parcours forestier de Nancy, Ok, avec une spécialisation en gestion forestière. ok, d'accord. Attends, je suis en train de regarder. Ah oui, c'est une grande école du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ah, t'étais pas loin de la place Stan. Ouais, exactement. C'est quoi? C'est la place Stan? Trop bien connu. Je vois, j'ai eu des cours là-bas. Bah, c'est la place qui brille, qui est toute dorée à Nancy. Je suis désolé, j'ai jamais mis les pieds à Nancy. Bah, c'est le seul truc... Non, on va pas dire ça. Ouais, mais en même Ok. temps... Mais en même temps, on le pense tous. Voilà. Donc voilà, donc déjà, on annule de diffuser le podcast dans la ville de Nancy, c'est ça. Oh, ok. Non mais je note, c'est bien déjà que, bon voilà, il faut qu'on arrive à faire tourner le podcast. Si en plus on supprime les grandes villes étudiantes, on va être impeccable. Ok, D'accord. impeccable, super, nickel. Et du coup, ton doctorat, tu l'as fait où? Alors, je l'ai fait à INRAE, dans un centre un peu perdu dans le centre de la France, à Nogent-sur-Vernisson. Ça fait partie de ces petits centres qui étaient anciennement rattachés au CEMAGREF et à l'IRSTEA. Ok. Donc voilà, ça c'est un petit centre avec toute une équipe, toute une unité là, qui était spécialisée sur les écosystèmes forestiers. Ok, et j'aurais une question, parce que tu disais que tu avais un parcours ingénieur. Pourquoi tu as décidé de faire une thèse? Parce qu'au final, AgroParisTech, c'est quand même assez réputé. L'école là est assez réputée, donc tu aurais pu trouver... j'imagine, hein, je sais pas. Mais moi, dans ma tête, c'est, avec un diplôme comme ça, on trouve facilement du travail, tu vois. Donc pourquoi tu as continué en doctorat? Ouais. Je pense pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Alors déjà, j'ai fait AgroParisTech en tant qu'apprenti, et pendant mon apprentissage, donc là, l'apprentissage s'est fait à l'ONF, et donc pendant cet apprentissage, j'ai eu déjà là, quelques premières tâches de recherche, quelque part, d'ingénieur plutôt d'études, type.
Et effectivement, enfin, je pense que du coup, typiquement, comment dire, l'approche de faire énormément de bibliographies, de poser des questions, de se lancer dans des analyses et à rédiger des articles, c'est un truc qui me plaisait déjà de ce moment-là. Mais du coup, effectivement, je suis tombé sur un sujet qui m'intéressait vraiment et je me suis dit pourquoi pas. Et donc, je me suis un peu lancé, mais sans, ouais, euh, j'avais pas en tête en entrant à AgroParisTech de continuer sur une thèse par la suite. C'est vraiment venu au fur et à mesure du parcours. Ok, c'était vraiment genre par rapport au sujet, parce que tu as trouvé vraiment ce sujet top et tu t'es dit, allez. Exactement, puis il y avait cette envie de, ouais, enfin de continuer et puis de continuer en, comment dire, sans se faciliter les choses peut-être. Enfin, enfin, je sais pas, enfin, c'est peut-être un peu étrange de dire ça comme ça, mais Un peu comme un challenge, quoi. ouais, en fait. exactement, je pense, un petit peu aussi. Ouais, mais je comprends, je vois. Oui, tout à fait. Oui. Surtout que là, toujours, moi, je suis un petit peu je serais le dictionnaire un petit peu de ce podcast, et du coup, je suis obligé de penser aux gens qui connaissent pas toutes les abréviations, et je m'inclus dedans. Parce que là, effectivement, quand je vois les instituts avec lesquels tu as traversé, que tu citais juste avant, c'est vrai que ça paraît être très pratico-pratique. Juste pour reprendre ce que tu as cité tout à l'heure, tu parlais donc de l'IRSTEA. Ah non, d'abord, tu parlais de l'INRAE, là où tu as fait ta thèse. Alors là, l'INRAE, c'est l'Institut national de recherche en agronomie et d'écologie. Mais tu parlais donc, l'endroit où tu l'as fait, des tutelles IRSTEA et CEMAGREF. Alors, IRSTEA, je triche, hein, je l'ai sous les yeux parce que c'est trop compliqué, toutes ces abréviations. IRSTEA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, auquel très souvent est associé le CEMAGREF, qui est le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts. Démerdez-vous avec ça. Je ne savais même pas qu'il y avait autant d'institutions différentes, parce que là, on est vraiment sur des institutions très pratico-pratiques. Enfin, le CEMAGREF, pour avoir vu ce que c'était vite fait. Ouais, en réalité, c'est des vieux instituts. Typiquement, le CEMAGREF a été transformé en IRSTEA en réalité, je ne sais même plus, dans les années 2000, je pense, je ne suis même plus sûr, qui a été fusionné avec l'INRA, ça en 2020, je crois, pour donner, du coup, l'INRAE, cet Institut national de recherche en agronomie, agroalimentaire et environnement. Ok, tout ça est inclus à l'intérieur de l'INRAE, ok, parce que autant le CEMAGREF, certes, mais autant l'IRSTEA, je ne savais pas que ça avait été inclus Mais dans c'est vrai que l'INRAE. ça ressemble beaucoup, hein, les Donc, définitions ouais, que toutes tu as ces données, missions, ça en fait, semble se sont logique. mis. Ouais, tout à fait. Toutes ces missions, donc ça, on voit vraiment le côté, et à la fois science, et pour le côté écologie de l'INRAE et agronomique, et le côté pratico-pratique aussi que peut représenter cette tutelle, enfin, cette institution plutôt, pardon. Ouais, donc c'est vrai que c'est des comment dirais-je, c'est des parcours que nous, à titre personnel avec Cécile, Bah, moi, c'était un peu... enfin moi, c'est vrai que, ouais, encore peut-être avec les forêts, peut-être, ouais. Ouais, moi, c'était un peu mon truc rêvé, hein, l'ENGREF. J'ai eu un master AgroParisTech, mais parce que j'ai vraiment j'ai poussé, hein, pour avoir cette appellation sur mon master. Mais c'est vrai que c'était un peu mon truc rêvé, moi, hein. Parce que c'est hyper bien réputé dans le domaine forestier. Ah ouais, parce que moi toute honnêteté, mon master, je pense qu'il y a AgroParisTech dedans aussi, mais alors, il y a que le don. Alors moi, c'était Vraiment, le Graal pour moi. ah non, moi, il y a vraiment que le don dedans. Il y avait rien d'AgroParisTech. Et moi, j'ai AgroParisTech dessus. Je crois que j'ai Supagro aussi dessus, Ouais. qui est une autre institution en agronomie. Mais ouais, c'est vraiment l'université pure. Enfin, le parcours est vraiment universitaire, j'avoue. Ouais. Et je trouve ça intéressant que tu aies fait de l'apprentissage. Et je me demande, du coup, est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton doctorat ou même, tu vois, pour continuer tes études au niveau peut-être de la maturité ou des choses comme ça? Oui, enfin, moi déjà, de base, l'apprentissage, il y avait déjà un argument ultra pratique. C'est juste que, enfin, du coup, le salaire de l'apprentissage m'a permis de faire les 3 ans d'école d'ingénieur. Le contrat d'apprentissage fait que l'entreprise paye aussi les frais d'inscription à l'école. Et ça, c'est pareil, ça fait un frais en moins que j'aurais jamais pu me permettre à l'époque. Et donc voilà, tout ça, c'est le premier élément avant d'arriver en apprentissage. Après, l'apprentissage en lui-même a vraiment été ultra formateur parce que sur 3 ans, on se retrouve dans une entreprise. Enfin, moi, typiquement, ça m'a permis vraiment de construire sur 3 ans tout un projet, une sorte de pseudo-projet de recherche. C'est pas du tout
d'envergure d'un projet de recherche, mais quelque part, il y avait déjà un peu des prémices, il y avait une problématique, il y avait des questions écologiques qui étaient posées, la biblio aussi. Donc, je pense que tout ça a bien préparé la thèse, me familiariser avec les méthodes d'analyse, typiquement, la biblio. Donc, ouais, effectivement, typiquement, l'apprentissage a été plutôt très, Magnifique, quoi. très formateur. Mais Ouais. parce que, en fait, ta thèse, tu l'as faite sur un sujet que tu avais créé ou c'est un sujet proposé? Non, le sujet a été proposé, mais avec quelques connexions sur les thèmes explorés avec le travail comment dire, en apprentissage, ouais. Le truc qu'il a fait il y a pas longtemps, c'est quoi le titre, globalement? Ouais, Sur moi quoi j'ai ça de quoi ça parle? ouais, moi j'ai typiquement travaillé sur un sujet un peu d'actualité là sur les dépérissements forestiers et par contre sur un axe un peu décalé par rapport à l'axe sanitaire qu'on leur donne déjà. Donc dépérissement forestier, c'est la mort des arbres, enfin la mort de plusieurs arbres, principalement aujourd'hui en raison des facteurs climatiques, mais aussi des attaques d'insectes et pathogènes, par exemple. Et moi, j'ai étudié moi le sujet des dépérissements forestiers par le biais de leurs effets sur la biodiversité en forêt, ce qui était un sujet assez nouveau d'ailleurs pour moi à l'époque. La biodiversité, quand on sort justement d'un parcours un peu technique et beaucoup tourné sur la gestion forestière. Donc voilà. Et là, ça t'a amené à quoi là maintenant cette thèse-là? T'es en postdoc du coup? Ouais, exactement. Donc moi, du coup, j'ai maintenu sur la biodiversité, ce qui était un peu la découverte au moment de la thèse, avec donc toujours des questions d'effets du changement climatique et puis de l'usage des sols et des pressions humaines sur la biodiversité, avec là pour le coup une concentration sur les oiseaux. Là où je ne l'ai pas dit, mais pendant la thèse, j'étais plutôt sur une thèse entomologie, avec un focus sur les coléoptères, et pas n'importe lesquels, ceux associés au bois mort, là, qu'on appelle saproxylique. Ouais, un petit groupe de jolies petites bêtes assez mignonnes. Ouais, Du parce coup, que j'avais comment? vu... Pardon. Non, mais J'avais vas-y. juste entre parenthèses. Parce que, alors pour l'anecdote quand même, avec Jérémy, on s'est connus dans une guest house allemande où on J'avais tellement buvait peur des de ce que tu allais bières et dire. on mangeait du cerf qui avait été chassé dans la forêt à côté, au fin fond de la Bavière. Et c'était pendant une conférence et j'avais vu ces résultats de thèse et j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Mais parce que je suis fan de tout ce qui touche à la forêt, mais c'était vraiment sympa. Tu peux Mais poser ta question, Ben. Je voulais juste non, faire mais cette c'est justement, parenthèse. restons dans la forêt. Rappelle-moi l'endroit où tu as fait la thèse, parce que du coup, la question, c'était le nom de la ville ou de la Oui, région? du coup, ouais, c'est dans comment dire, c'est à proximité d'Orléans, à 1 heure d'Orléans. La ville, c'est une petite ville qui s'appelle Nogent-sur-Vernisson. Euh, Nogent-sur-Vernisson. ouais, qui est Et vraiment, ouais, pardon, t'allais dire. non, mais pas de problème, parce que ma question est comment passe-t-on un doctorat oh là là, de, Ouais, Nogent de Nogent en Vernisson sur Vernisson, ouais. sur Soriano. catastrophe. De Nogent sur Vernisson à un autre nom tout aussi compliqué en Finlande. Parce que j'ai oublié le nom de ta ville. En vrai, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que, alors, sans offense à cette ville et tout, etc., c'est pas la question, mais quel est le réseau qui part de là, qui te permet d'aller en Finlande dans un nom de bled tout aussi compliqué à prononcer, cela dit. C'est peut-être une coutume historique, je sais pas. Peut-être mon amour pour les noms de villes compliquées. Les noms de villes compliquées, non mais je note. Hein. Mais bon, mais le but c'est de savoir, de donner des pistes aux gens qui nous écoutent. Voilà. Allez dans une ville compliquée, ne cherchez pas un postdoc dans une ville avec un nom simple, vous ne trouverez pas. Ouais, moi je pense que j'ai surtout beaucoup de chance. Moi typiquement, comment dire, moi, moi vraiment pour la thèse typiquement, j'ai répondu pour le coup, c'était un sujet qui m'intéressait, qui était en lien avec ce que je faisais un peu avant, et c'est le seul sujet auquel j'ai demandé à faire une thèse, et je me suis retrouvé à faire cette thèse-là. Et typiquement pour le postdoc, c'est vraiment le schéma un peu, comment dire, un schéma un peu similaire. Vraiment moi j'avais un niveau d'anglais qui était pourri à la fin de la thèse. Donc moi déjà j'avais cette envie de partir un peu à l'étranger pour améliorer mon niveau d'anglais, en sachant l'importance que ça peut avoir dans une carrière académique. Donc voilà, pas me bouffer les chances pour le futur. Et voilà. Et en parallèle de ça,
de cette envie de partir à l'étranger. Je suis vraiment tombé sur ce sujet en particulier qui correspondait vraiment à ce que je faisais, ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai répondu à ce sujet-là un peu avant la fin de ma thèse. Et du coup, c'est le sujet que j'ai eu. D'accord, tu l'as fait en candidat comme ça. Parce que tu connais pas forcément tu connaissais pas forcément les chercheurs ou chercheuses, je ne sais pas, là, qui t'ont recruté en postdoc. Pas du tout, pas du tout. Je connaissais deux noms rapidement, mais et donc je connaissais des gens qui connaissaient la personne qui avait lancé l'offre. Mais sinon, ouais, typiquement, je me suis vraiment retrouvé dans une nouvelle équipe avec des nouvelles personnes que je ne connaissais vraiment pas du tout. Tu as trouvé où l'annonce? Alors moi, je l'avais trouvé sur SFE Carré, donc la Ah oui. Ça fait société. écologie, là. Ouais. Ouais. Société de France, ouais, tout à fait. Et effectivement, je trouve que c'est la source parfaite pour les sujets de postdoc et thèse. C'est vrai Et que, job. en tout cas, si vous travaillez en écologie. Ouais. Ah, En écologie, ouais, pardon. Et- Ouais. Oui, voilà. Mais si vous travaillez en écologie, effectivement, vous avez une newsletter Société Française d'Écologie, c'est ça? SFE? Exactement. Ouais. Alors, je me suis réadhérée aujourd'hui et je ne sais même plus le nom. Ok, super. Donc, déjà, Il y a vous- deux Société E. France. Ah non. Si, ça doit être ça. Ah oui, il y a deux E, donc du coup, il doit y avoir deux. On cherche en même temps. Mais c'est parce que c'est pas une Le live. interview, c'est une discussion autour d'une table. Là, bon, après, c'est des C'est le tables direct. virtuelles parce que chacun a son fait. Mais bien sûr, voilà. Bon, peu importe. Vous tapez SFE avec un petit Oui. E et vous allez tomber sur le site de la SFE. Et vous allez voir qu'il y a une newsletter pour vous abonner en fait à toutes les offres d'emploi, pas qu'en France, du coup, la preuve, hein, puisque c'est en France. Exactement. Société française d'écologie et d'évolution. Voilà. Merci. Allez, laissez-moi tranquille. Donc, en rapport à l'écologie ou à l'évolution. Et vous allez voir, voilà, vous pouvez vous abonner à une newsletter. C'est vrai je pense qu'on est tous abonnés à celle-ci. Hein. Mais ouais, On reçoit un mais mail non. tous les mois, toutes les semaines, pardon. Ben moi non, et du coup j'apprends quelque chose là. Ok, il faudrait que tu Ah t'abonnes. ouais. Ah ouais, la newsletter est vraiment géniale. Ouais, là, il y a de tout. C'est vraiment chaque semaine, ils t'envoient des masters, des doctorats, des postdocs, des jobs d'ingénieurs ou d'autres trucs. Il y a toujours un lien avec ça. C'est vraiment on dirait, pas le bon coin, mais le pôle emploi pour ces métiers-là assez spécifiques. Ah, ok, le, bah, je vais le le pôle faire. emploi ne pourra pas vous trouver de toute manière parce que c'est assez pointu. Donc voilà, sans offense au pôle emploi, hein, c'est pas la question. C'est juste voilà, chacun ses compétences. Donc voilà, effectivement, ouais, SFE au carré. Donc là, ok, tu es en postdoc, donc tu viens d'atterrir en Finlande il n'y a pas longtemps au final. Oui, en février dernier. Ah oui, en plein hiver. Du coup, ça fait 5 mois, ouais. Pardon. Ça fait non, mais pas de souci, ça fait 5 ans. Ok, et du coup là, tu t'es acclimaté. Alors je parle pas de la météo, je parle juste de tes équipes, puisque tu disais que t'estimais que ton niveau d'anglais était pas ouf. Pourri, pour reprendre le terme. Sois rembobiné, c'est toi, tu l'as dit, Ouais, les amis, c'est- vous rembobinez, vous l'avez. Hein. Exactement. Mais du coup, là, comment tu t'en sors du coup? Et Parce que ça, c'est ben, intéressant aussi. Tout le monde n'a pas Oui. ce niveau d'anglais, hein, et c'est important de l'avoir. ouais, alors j'ai la chance quand même d'avoir, en gros, la personne qui candidaté, je ne sais même pas si c'est Oui. le Ouais, terme, mais recruter. recruté, merci, est une personne française. Donc ça déjà, ça aide en arrivant. Et puis sinon, pour le reste de l'équipe, moi, je fais qu'il m'a quand même bien fallu bien 3-4 mois pour avoir une fluidité d'anglais suffisante pour suivre que ce soit les réunions, les conversations. Du coup, là, ça commence. Là, je commence vraiment à m'intégrer à l'équipe et au sujet de recherche de l'équipe, en plus du postdoc. En soi, c'est pas énorme. Hein. Et ouais, mais moi ça me choque pas. Ça a fait pareil quand j'étais arrivée aux États-Unis, je ne comprenais rien. Et en fait, j'ai l'impression que ça me drainait une énergie, j'en pouvais plus. Le soir, j'étais crevée et c'était horrible. Je sais pas si ça te fait ça. Tu fais oui de la tête, donc j'imagine que c'est exactement la même chose. C'est drainant, mais je trouve que après c'est que du positif, quoi. Mais c'est vrai que c'est une période difficile. Hein. Ouais, il y a beaucoup de frustration au début, mais par contre, dès qu'on commence à comprendre qu'on avance, quoi, qu'on s'améliore, c'est assez génial. Ah bah oui. Très satisfaisant. C'est chouette. Et puis en plus, encore une fois, ce qui est intéressant de noter, c'est que 2-3 mois, encore une fois, c'est pas énorme. Enfin, je veux dire, vraiment, n'ayez pas peur de ça. Alors, effectivement, c'est sûr que l'anglais, il va falloir à un moment donné charrer 2-3 mots, quoi. Ça, c'est sûr. Ça suffira pas que de l'écrire. Il va falloir forcément le parler à un moment donné. Pas
le meilleur anglais de la planète, ça, on s'en fiche. Alors, moi, ça fait des plombes que je parle anglais, j'ai toujours un accent du sud d'enfoiré. Bon, mais ça fait kiffer tout le monde, et puis voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai compris que c'était un atout charme, je l'ai gardé. Mais oui, non, mais Mon de toute anglais, façon, bien tant sûr. qu'on se fait comprendre, tu Et sais. voilà, c'est l'essentiel. Exactement. Mais bon, il y en a qui ont la possibilité de complètement enlever leur accent et d'avoir un accent impeccable du point de vue de l'accent. Puis il y en a qui garderont toujours leur accent français, peu importe. L'essentiel, c'est de baragouiner quelques mots. Et après, ça va venir tout seul. Et là, voilà, tu arrives en Finlande, qui n'est pas un pays anglophone de base. Alors, la Finlande, j'imagine que c'est comme moi la Suède, ils parlent tous anglais. Exactement. Mais voilà, mais c'est quand même pas leur langue natale de base. Et c'est vrai que, je sais pas si c'est un conseil, mais c'est plutôt pour rassurer, quoi. En gros, Oui. l'anglais, voilà, tout le monde ne parle pas anglais quand il est en thèse. Même si vous écrivez des papiers en anglais, déjà, vous avez des superviseurs ou des encadrants, des encadrantes qui peuvent vous aider, relire, tout ça, etc. Donc voilà, moi j'ai eu ce saut-là perso quand j'ai commencé ma thèse. J'avais fait un master aux États-Unis, donc là c'est vraiment le pas dans l'inconnu. Alors, Ouais. vraiment une quiche en anglais. On est sur de la quichasse. Et donc du coup ça m'avait déjà un peu modelé. Et puis après, Allemagne, la thèse, même principe que toi en Finlande. C'est pas leur langue natale, mais c'est des tronches globalement en anglais. Quasiment, j'exagère pas, toute la population parle anglais, mais bon, puis à part peut-être la boulangère du coin, il y a quand même beaucoup de monde qui va parler anglais en Allemagne, c'est pas trop compliqué. C'est pas un pays méditerranéen, latin, où ça reste quand même assez très secondaire, l'anglais. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon petit message aussi pour rassurer les gens qui sont pas à l'aise avec ça. Oui, non, mais ça prend pas énormément de temps, mais il faut avoir le courage. Moi, je sais que j'ai mis plus de temps. Là, mon premier postdoc, je l'ai fait en France parce que j'avais peur de ça, justement. J'avais vraiment peur. Et au final, effectivement, oui, ça prend 3-4 mois. Est-ce que ça te plaît, l'ambiance postdoc? Est-ce que tu trouves que c'est différent du doctorat? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Le fait aussi de quitter son pays, d'aller un peu ailleurs, ton ressenti par rapport à ça? Ouais, il y a en fait, moi, vraiment l'élément qui me surprend le plus, c'est vraiment que la pression, le stress pour l'instant, je m'attendais vraiment à une sorte de creux de la vague un peu en termes de stress et de pression après la thèse, et je me rends compte que c'est toujours ultra prégnant, ultra présent, quoi. Et ça, c'est vraiment le truc pour l'instant, j'ai vraiment du mal à me débarrasser, quoi, je sais pas, il y a vraiment une sorte de course qui s'est lancée là depuis la fin de thèse, cette envie là de toujours faire un peu plus. Et effectivement, les niveaux de stress relativement encore élevés, je dirais. Mais mais sinon, du coup, c'est ultra négatif. Non, mais non, Mais parce non, mais que c'est en fait, je sais pas si Ben, t'as vécu la même chose, mais moi, c'est un peu pareil aussi. Oh, mais là, en ce moment, écoutez, Oui, c'est vrai que oui. je sors d'une réunion qui était stressante, je vous cache pas. Donc, alors là, quand vous écouterez le podcast, elle aura peut-être quelques mois, je m'en serai remis. Mais là, bon, voilà, j'ai même la voix qui part, tu vois. Hop, elle est partie. Mais parce que c'est vrai qu'on dit que, tu sais, la thèse, moi, je me rappelle que ma directrice m'avait dit profite, ça va être le plus beau jour de ta vie jusqu'à là, quoi. Enfin, tu auras des plus beaux jours après, mais ça va être un des plus beaux jours de ta vie. Et puis, je me suis dit, du coup, c'est cool, c'est que ça va être plus cool après. Et effectivement, non. En fait, après, il y a d'autres... en fait, c'est comme si tu avais des deadlines qui s'accumulaient. Tu te mets toi-même, en fait, des deadlines. Exactement. Ouais. C'est ça aussi le problème. Et je trouve que... Alors, je sais pas si tout le monde pensera pareil, mais moi, j'ai l'impression qu'un des objectifs du postdoc, c'est aussi de réussir à trouver un équilibre entre dire oui et dire non. Et donc, en fait, trouver un équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle, quoi. Et ça peut mettre du temps. C'est pas faux. Ouais, puis je pense qu'il y a vraiment besoin d'une... en fait, il y a vraiment ce truc de se dire que la performance, elle est ultra importante pour les carrières académiques. Et en même temps, il faut arriver à déconstruire le truc de se dire faut être performant tout le temps, rédiger des papiers. Et il y a cette contradiction qui se passe là. Et faut arriver à... Ouais, c'est ça, c'est cet équilibre à trouver vraiment. Oui, parce que je pense que si on n'est pas heureux, même... Enfin, alors je sais pas, ça je me demande. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut avoir quand même les concours et tout, même si on transpire le fait d'être malheureux, quoi? Ouais. Vous avez 4 choix. Allez, à la semaine prochaine. C'était super agréable de parler avec vous. Ciao. Compliqué là comme question. Ouais, mais je me Là, tu nous demande, tu prends vois, de cours en plus. Là, on est là avec Jérémy, on ne sait pas quoi faire. mais Voilà. je me demande si ça passe pas mieux. Si finalement, t'es pas plus performant quand t'es heureux, quand on fait peut-être un petit peu moins au niveau des heures de travail,
Enfin, pour tous, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, mais moi, c'est ce que je pense. Ah ouais, je sais pas. J'ai pas la question. J'ai pas la réponse. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que mentalement, c'est mieux. En tout cas, ça, c'est certain. Oui. Ah là, il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat sur ça. Parce que justement, là, Jérémy, tu parlais carrière. Enfin, carrière académique de façon générale. Tu commences les postdocs, t'es un piou-piou. Mais qu'est-ce que tu vois dans la suite, en fait, en gros, globalement? C'est-à-dire que, est-ce que tu as envie de continuer l'académique ad vitam? Parce que finalement, toi, tu arrives en postdoc, tu as touché à plein de trucs avant, qui n'ont rien à voir avec l'académique. Enfin, qui n'ont rien à voir. Un tout petit peu, mais qui sont quand même assez différents du milieu académique. Chose que, par exemple, moi, à titre personnel, j'ai pas. Ouais, enfin, en réalité, ouais, actuellement, j'ai vraiment aucune idée de ce que de la continuité en fait de tout ça pour l'instant. Enfin moi, ouais, je sais pas. Je travaille. Ouais, c'est vrai que du coup, typiquement, le sujet que j'ai actuellement me plaît beaucoup. Donc, typiquement, je suis vraiment concentré dessus. Et ouais, il y a des moments, ouais, je sais pas. Je remets parfois vraiment en question le fait de continuer sur de la recherche. Non pas que ça ne me plaît pas, mais parfois ouais, je remets en question ma capacité à faire de la bonne recherche, en tout cas avoir les bonnes questions, ou avoir les bons sujets. Et il y a des moments où effectivement il y a aussi des sortes d'équilibre plutôt intéressants, plutôt cool, avec des postes d'ingénieur de recherche, par exemple, euh, des chargés de recherche aussi enfin, dans des instituts un peu plus pratiques, comme à l'Office national des forêts, par exemple. Et pour l'instant, je navigue un peu ouais, entre ces éléments parfois un peu contradictoires, entre le fait que faire en tout cas, faire la recherche que je fais aujourd'hui me plaît beaucoup, me stimule énormément. Et en même temps, parfois, me demander sur ouais, ma capacité à pouvoir continuer à faire des choses qui intéressent les gens, ou en tout cas les autres chercheurs, chercheuses. Ouais, donc actuellement, Je crois qu'il face à un hors-série sur le syndrome de l'imposteur avec Jérémy. Je pense. On peut en inviter plus d'un, du coup, parce que c'est le principe de Ouais. la série. Ouais. Donc, on fait une table ronde, je note les invités. Je suis à 42 là pour l'instant, c'est bon. Mais du coup, alors oui, ok, c'est donc oui, en constant questionnement. En gros, finalement, tu te questionnes et en même temps, tu commences, quoi, entre guillemets. Parce que là, ton postdoc, il est de combien, tu le sais? T'as ouais, une vision sur l'avenir? ouais, j'ai 3 ans. Donc, en même temps, c'est un postdoc ouais, assez long pour prendre le temps de réfléchir justement. Oui. Oui, ah, ben ça, les postdocs de 3 ans, plus de 2 ans, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. 2 ans, c'est le minimum syndical, véritablement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut refuser un postdoc plus court, hein. Si vous le sentez, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que 2 ans, c'est vraiment le minimum syndical. 3 ans, c'est le mieux. Je dis 3 parce que au final, de plus de 3 ans, c'est rare. Enfin, c'est rare. Ça peut, mais de façon non officielle. C'est-à-dire, on sait qu'on va être embauché 2 ans sur tel contrat, 2 ans sur un autre. Mais contrat de plus de 3 ans en un seul bloc, je crois que ça n'arrive pas, mais c'est quand même plus rare. Et c'est intéressant parce que depuis le début, je remarque que là, tu dis oui, je sais pas si je pose les bonnes questions en termes de recherche, etc. Et juste avant, un peu avant, bon, tu disais, bah, au final, je sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment de la chance d'avoir trouvé mes postes. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est juste que tu as un très bon CV, que c'est reconnu comme étant un très bon CV, que tu as l'air très compétent et que tu as été pris parce que tu étais compétent. Tu vois, je veux dire, je veux pas te faire une séance de psy, hein, mais je veux dire, je veux dire, s'il y a d'autres personnes, parce que je sais qu'il y aura pas que toi qui pense ça. Il y en a plein qui, je pense peut-être, qui écoutent le podcast, qui pensent pareil de leur parcours, mais enfin, il y a pas beaucoup de hasard, hein, finalement. On se retrouve à des postes parce que aussi on les méritait, hein. C'est pas juste de la chance. Non, enfin, ouais, en fait, il y a toujours ce rapport un peu à la méritocratie. Et moi, j'ai toujours du mal à me dire que enfin, tu vois, ce truc de se dire que tu es le seul à avoir autant travaillé. Et je pense qu'il y a aussi un énorme biais du survivant dans tout ça. Et je pense que moi, typiquement, je suis un peu le représentant ici, actuellement, en tout cas de ce biais du survivant. Et j'ai du mal à me dire que il y a des gens qui ont pas travaillé autant que moi et qui n'ont pas forcément eu un postdoc ou une thèse au moment où je pense que ouais, je parle de chance aussi parce que moi typiquement sur ma thèse ça s'est super bien passé quoi. J'ai vraiment eu des super relations avec mes directeurs de thèse et ça aussi typiquement je sais que pour une suite de carrière en tout cas une continuité de carrière c'est aussi un élément ultra important. Ça m'a permis de finir mes papiers plutôt assez rapidement et
Du coup, ça crée aussi le CV en parallèle qui m'ont permis d'avoir le postdoc. Et ouais. Oui, j'avoue que la direction, ça peut quand même être très important. Justement, on peut. Parce que moi, j'avais un petit conseil comme ça, un petit mot qui venait, c'était n'ayez pas peur d'être un génie. Finalement. Mais plus sérieusement, n'ayez pas peur de penser que vous êtes bon et de reconnaître que vous êtes bon dans ce que vous faites. Mais du coup, justement, voilà, on arrive un petit peu sur la fin, enfin carrément un petit peu sur la fin. Est-ce que Jérémy, du coup, tu veux faire passer un mot? Est-ce que tu as peut-être un conseil à laisser pour ceux qui s'engageraient dans le parcours ou justement ceux qui ne sont pas dans l'académique et qui se disent oh, pas pour moi la thèse. Ouais, effectivement, quand je regarde un peu là je veux dire, j'ai pas comment dire, un parcours très long, mais en tout cas sur les quelques étapes par lesquelles je suis passé, il y a cette idée quand même de pas avoir, mais en tout cas de pas peut-être de lutter contre sa peur parfois, de se lancer sur sur certaines étapes quoi, typiquement sur une thèse, enfin, sur un postdoc, sur un sujet particulier, sur un postdoc à l'étranger, enfin, essayer de lutter parfois contre sa peur peut emmener à avoir des bonnes surprises quoi. Oui. Le lutter contre sa peur, ça permet d'être le survivant, du coup, Aussi peut-être. par rapport à ta métaphore. Donc, c'est bon. du coup, non, mais c'est bien. Ah, écoutez, moi, j'essaie de faire des connexions. Quand arrive le moment de la fin, moi, je ferme les yeux, je me mets la tête en bas, je me dis à quel moment je vais arriver à faire une connexion. Et j'essaye à chaque fois de trouver. Alors, des fois, elles sont un peu tirées par les cheveux, mais bon, celle-là, c'est bien. Elle est parfaite. Non, mais c'est Donc, vrai, c'est un beau message. D'affronter sa peur. Ok. Non, mais impeccable, ok. Merci, Jérémy, pour tout ça. Mais merci beaucoup. Merci à vous deux pour l'invitation. Et pas de problème, avec plaisir, on te retrouve sur les routes forestières. Surtout Cécile. Ah non, mais moi, je suis parti dans les jeux de mots aujourd'hui. Laissez-moi tranquille. Cécile, on se voit à la prochaine. On se voit très bientôt, ouais. Allez, merci à tous. Merci. À plus tard.